Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. En ce dimanche 13 avril, nous nous retrouvons en compagnie de l'invité du Trends Talk. Olivier Mouton reçoit Philippe Keren, l'actuel CEO de Solvay. Le groupe s'est récemment scindé en diverses entités pour mieux se spécialiser. La qualité et la renommée des composés chimiques développés par le groupe n'est plus à démontrer. Pourtant, tout a débuté avec un élément chimique simple, le carbonate de soude, comme le rappelle Philippe Keren. Si vous regardez une fenêtre partout dans le monde, vous avez une chance sur 5 que cette vitre ait été fabriquée avec du carbonate de soude fabriqué par Solvay. Solvay opérant aux 4 coins du globe, l'entreprise est tributaire des mouvements politiques et économiques que nous connaissons actuellement. Avant d'aller plus loin, petit point sur la santé du groupe. Z sur 7, l'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. On va bien. On est après la séparation. On s'est concentré sur notre... C'était en décembre 2023, c'est ça? C'était en décembre 2023, donc on fête un peu plus d'1 an aujourd'hui pour le nouveau Solvay. Ce nouveau Solvay, en fait, c'est une entreprise qui est concentrée sur la chimie essentielle. Alors vous êtes recentré quelque part sur les métiers de base, quelque part Exactement. Les métiers de base, les métiers historiques. On produit des molécules qui sont connues. On n'est pas, comme dans la chimie de spécialité, en train d'inventer des nouvelles molécules. On a des molécules... Ce qui est plus ce qu'est devenu Sciences Co, en fait. Exactement, ouais. C'est la chimie de spécialité qui invente des nouveaux produits. Nous, on a des produits qui sont très connus, qui ont été utilisés depuis très longtemps, qui seront encore utilisés pendant très longtemps. Et ce qui compte, c'est la manière dont on les produit. C'est ça le défi, d'ailleurs. Oui, on en parlera, mais c'est vraiment ça le défi. Ouais. Absolument, il faut être compétitif et durable. Et c'est ça le cœur de notre métier, c'est en fait de les produire, et c'est ce savoir-faire qui nous différencie sur ces métiers-là. C'est pour ça qu'on n'est pas de la chimie de spécialité, mais on n'est pas non plus ce qu'on appelle de la commodité. Souvent les gens disent, si vous n'êtes pas de la spécialité, vous êtes de la commodité. Non, il y a un segment entre les deux, qui est la chimie essentielle, avec un vrai savoir-faire, pour produire, le produit historique, c'est le carbonate de soude. Vous avez été d'ailleurs directeur de cette branche-là, si je ne m'abuse, avant de devenir CEO. Ouais. C'est l'origine de Solvay, lorsque Ernest Solvay a inventé le procédé qui est encore utilisé aujourd'hui pour faire le carbonate de soude. Si vous regardez une fenêtre partout dans le monde, vous avez une chance sur 5 que cette vitre ait été fabriquée avec du carbonate de soude fabriqué par Solvay. Donc, c'est vous dire l'impact qu'on a. Et c'est pareil sur tous les produits comme le peroxyde, la silice, les terres rares. Et ce qui nous différencie, c'est vraiment ce savoir-faire, procédé technologique qui nous permet en fait d'être à chaque fois les plus compétitifs, les plus durables et de répondre en fait à un besoin du client. Quand on dit que vous êtes une entreprise mondiale, ça veut dire quoi? Vous êtes présent dans combien de pays? Quels sont vos marchés principaux? Alors, on vend partout. On vend partout dans le monde. On produit presque partout, sur tous les continents, à part le continent africain. Mais sinon, on est sur tous les autres continents en termes de production. On a 45 sites industriels aujourd'hui dans le monde, une vingtaine en Europe, et 25 en dehors de l'Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Chine, au Japon, au Moyen-Orient. Et donc, du coup, comment vous voyez cette période qui est un peu incertaine? Alors, on est en pleine guerre commerciale avec des soubresauts. Parfois, il y a des grosses annonces de droits de douane généralisés, puis il y a des marches arrière. Enfin, il y a des secteurs qui sont touchés, puis d'autres. Enfin, donc c'est évidemment, j'imagine, surtout l'incertitude et une certaine fébrilité qui doivent être gérées à votre niveau, c'est ça? Alors oui, les choses changent très vite et très souvent. Je crois que c'est un peu ce qui caractérise la période qu'on est en train de vivre. Notre manière de voir les choses, c'est de ne pas dévier de nos objectifs long terme. Vous savez, Solvay, c'est une entreprise qui a plus de 160 ans, qui a traversé beaucoup de crises, de guerres, des périodes vraiment difficiles, et Solvay est toujours là. Donc ma mission et celle de mes équipes, c'est de faire en sorte de transmettre cet héritage, de le transformer
pour faire face aux nouveaux défis et de le transmettre finalement à la prochaine génération. Alors, on garde le cap. Par contre, vous avez raison, on est obligé de s'adapter très vite aux différents changements. Mais je pense qu'il y a des tendances de fond qui font partie en fait de la stratégie du groupe Solvay depuis le départ, notamment le fait d'être le plus près possible des clients. Aujourd'hui, Solvay, c'est une réponse, parce que c'est une réponse. Est-ce qu'on est à une époque où on peut parler de la fin d'une certaine mondialisation? Alors, on parle même d'autonomie stratégique dans le cas européen, c'est-à-dire qu'on est quand même dans cette de réindustrialisation, on est quand même dans cette optique-là. Ça, c'est la lame de fond aussi. Alors, on est dans un monde qui se transforme, effectivement. Et on passe d'une période où, effectivement, tout était mondialisé. Je pense à une période où on essaye de produire et de vendre de manière plus régionale. On a traversé des périodes de crise comme le Covid, on a eu des ruptures d'approvisionnement importantes avec la Russie, notamment lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y avait des matières premières, il y a encore le gaz d'ailleurs, qu'on achète en Russie. On voit que ça peut être problématique de dépendre trop fortement de ce genre d'approvisionnement. Donc il y a une tendance qui est de trouver de la sécurité d'approvisionnement, des chaînes plus courtes, d'être prêt finalement ça, c'est un travail que vous faites en permanence. En fait. Et ça, c'est un travail qu'on fait en permanence. Et c'est aussi un héritage. Aujourd'hui, Solvay fait plus de 80% de ses ventes à partir de production régionale. Donc ça, naturellement, ça nous donne un avantage parce qu'on est moins sensible aux ruptures de chaînes logistiques, comme on a pu le voir encore une fois au moment du Covid. On est aussi plus protégé par rapport à des barrières douanières qui peuvent être mises en place. Quelque part, par rapport à toute cette actualité du moment, vous êtes déjà préparé d'une certaine manière. On est probablement moins exposé que d'autres d'une manière directe. En revanche, bien sûr, le modèle n'est pas parfait. On a quand même un peu moins de 20% de nos ventes qui résultent de flux qui voyagent d'un continent à l'autre parce qu'il y a des contraintes quand même de disponibilité de matières premières ou des contraintes de compétitivité. Mais surtout, là où on est exposé, c'est vis-à-vis de toute la chaîne en aval. C'est-à-dire que si on n'est pas exposé directement à ces tarifs douaniers, on a des clients ou des clients de clients qui, eux, vont être impactés. Et ce qu'on peut redouter, c'est qu'effectivement, l'inflation que ça va générer ait un impact sur la demande. Donc c'est là où il faut être très très proche de ses clients, très proche de ses marchés, pour anticiper et ajuster. C'est là qu'il faut faire preuve d'agilité en réalité. Voilà, exactement. Alors vous avez une actualité cette semaine, si je ne me trompe pas, c'est bien Absolument. Cette semaine, vous avez inauguré une ligne de production de terres rares pour aimants permanents à La Rochelle. Alors ça c'est intéressant, parce que ça montre qu'on peut... réindustrialiser aussi, ou en tout cas réinstaller des activités comme ça en Europe, c'est ça le signal? Oui, alors bon, notre priorité en Europe aujourd'hui, c'est surtout d'essayer de préserver l'industrie. Et on discute en ce moment avec notamment la Commission européenne pour mettre en œuvre des moyens qui vont permettre de retenir en fait les usines. Oui, le fameux Clean Deal, c'est Clean Deal, c'est ça en tout cas. Le Clean Industrial Deal. Voilà, c'est ça qui vise à soutenir la compétitivité des industries. Mais pour revenir sur le sujet des terres rares, effectivement, on a aujourd'hui, je pense, un contexte qui fait que il y a une volonté de remettre en œuvre des filières de production stratégique au niveau régional. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait cette proposition en fait, à l'Europe. Encore une fois, on est une entreprise mondiale, on produit des terres rares depuis très longtemps, on en produit d'ailleurs aussi en Chine, au Japon, et on a cette usine à La Rochelle en France qui est unique au monde, je dirais, en dehors de la Chine. Parce qu'elle est capable, depuis maintenant 77 années, elle est capable de prendre n'importe quelle source de terres rares, n'importe quel type de minerai, et de produire tout type de terres rares pour plein d'applications différentes. Donc aujourd'hui, cette usine, par exemple, elle produit des éléments de terres rares pour la catalyse automobile. Vous savez, dans les pots catalytiques, on a besoin de terres rares pour dépolluer en fait la fumée qui s'échappe des moteurs à combustion. Elle produit aussi des terres rares pour l'électronique. On a besoin de terres rares pour polir
les surfaces dans la fabrication des puces électroniques. Et on produit aussi des terres rares pour des applications médicales. Les IRM, par exemple. Lorsque vous passez une IRM, on utilise des terres rares qui sont produites à La Rochelle. Tous des besoins qui sont croissants, en Des l'occurrence. besoins qui sont essentiels. Mais par contre, c'est vrai que pour les moteurs thermiques, à terme, le marché devrait décroître. Et donc, ce que l'on propose, c'est de reconvertir une partie des actifs que l'on a, sur la base du savoir-faire qu'on a développé depuis 1948, donc de convertir ces actifs pour produire des terres rares, pour faire des aimants permanents. Alors, les aimants permanents, c'est quoi ? La transition énergétique se fait principalement par l'électrification. Et lorsque vous voulez fabriquer des moteurs électriques, pour les voitures électriques, ou des éoliennes, ou n'importe quoi que vous souhaitez, en fait, n'importe quel processus que vous souhaitez électrifier, vous avez besoin d'aimants permanents. Aujourd'hui, les aimants permanents, ou les terres rares pour faire les aimants permanents, viennent quasi exclusivement de Chine. Donc l'Europe ayant sorti... Oui, donc c'est une dépendance coupable, quelque part. En tout cas, c'est une dépendance que l'Europe a décidé de traiter, puisqu'il y a eu, en 2023, une directive sur les matières critiques. Et dans cette directive, il est dit notamment qu'on se fixe une ambition pour ne pas acheter plus de 65% de ces matières stratégiques à un seul pays non européen. Donc là, on est typiquement dans ce cadre-là, où on a des terres rares, des aimants permanents qui sont achetés quasi exclusivement à un pays non européen. La Chine. La Chine. Et on a, nous, la possibilité de fabriquer ces terres rares sur le site de La Rochelle. Alors, on n'a pas encore les moyens, le business case, comme on dit en bon français, et la chaîne de valeur pour faire un investissement massif. Donc on a décidé de lancer un peu le processus. Oui, j'allais dire, c'est une première étape qui vise à dire notre autonomie stratégique, elle est possible. Enfin, en tout cas, on a la capacité en tout cas partiellement, de répondre à ces besoins. Quoi. Absolument, elle est possible. On a commencé à produire ces terres rares, quelques centaines de tonnes, pour lancer la chaîne de valeur, pour permettre à nos clients de tester le produit et pour montrer que ça marche. Stratégiquement, c'est intéressant, parce qu'effectivement, dans cette période, comme on le disait, ça montre qu'il y a de la capacité à se réinventer, à recréer de nouvelles chaînes de valeur. Enfin, c'est vraiment dans cette perspective-là. Absolument. Par contre, il faut que les conditions soient réunies, parce qu'aujourd'hui, si on prend ce cas des terres rares, il y a suffisamment de capacité en Chine pour alimenter le marché européen. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté de la part des acteurs européens d'acheter européen. Ce qui est souvent proclamé. Après, il faut que ça suive dans les faits. Il faut réunir les conditions, parce que bien sûr, nos clients, qui sont in fine les constructeurs automobiles, les constructeurs d'éoliennes, sont eux-mêmes sur des marchés très concurrentiels. Donc ils ne peuvent pas non plus acheter plus cher leurs matières premières. Donc il faut qu'on trouve les mécanismes pour que tout ça se mette en place. Alors Philippe Keren, vous l'avez dit, Solvay est quelque part... le nouveau Solvay, j'aime bien, comme vous l'aviez appelé, recentré sur ses métiers de base. Et en fait, votre défi, c'est évidemment, comme toute l'industrie, mais la décarbonation et aussi réinventer des processus historiques, en fait. Parce que Solvay est effectivement il y avait notamment un procédé qui avait été mis en place par votre fondateur, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un défi intéressant. Et important. Absolument. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs de noter, c'est qu'il y a 160 ans, lorsque Ernest Solvay a inventé le procédé qui porte encore son nom, c'était pour remplacer le procédé précédent pour des raisons économiques et environnementales. Même chose. Même chose. Alors à l'époque, ce n'était pas le changement climatique, c'était les pluies acides. Ouais. Et donc son nouveau procédé permettait d'éliminer ce problème des pluies acides, qui, il y a 160 ans, était un problème très important. Alors aujourd'hui, on fait face à de nouveaux défis. Le changement climatique, mais je dirais au-delà du changement climatique, c'est la transition écologique. C'est-à-dire on a des procédés, on fabrique des produits qui sont absolument essentiels, encore une fois, sinon on n'a pas de vitres, on n'a pas de voiture électrique, on n'a pas de pneus, on n'a rien. Tout autour de nous, il n'y aurait rien sans la chimie on le mesure essentielle. Pas toujours, hein, on ne le mesure pas, mais il n'y aurait vraiment rien. Et donc notre défi, c'est de toujours améliorer les procédés. Premièrement, pour qu'ils soient le plus compétitifs possible, parce que si vous allez payer une fenêtre
plusieurs milliers d'euros, personne ne va faire des projets d'efficacité énergétique. Donc il faut que ça reste abordable, et puis surtout réduire l'impact environnemental, c'est réduire la consommation d'énergie, réduire les émissions de CO2, réduire la consommation en eau, réduire d'une manière générale l'impact environnemental. Alors ça se fait de deux manières, par de l'amélioration continue, et ça on a beaucoup travaillé cette année dans la modernisation des usines, utiliser la digitalisation, le machine learning pour optimiser les procédés en continu. Et ça fait vraiment de grosses économies en termes de consommation d'énergie, consommation de ressources d'une manière générale, de maintenance aussi. Et puis, par de la rupture. Et la rupture, c'est aussi notre cœur de métier, parce qu'on est une industrie de procédés. On a ce savoir-faire en matière de procédés et de technologies, et donc on réinvente en permanence nos procédés. C'est ce qu'on fait notamment sur le procédé Solvay. C'est ça, c'est-à-dire que là, il y aura une nouvelle manière de... Elle est déjà effective, ou bien c'est un chantier sur lequel vous travaillez? Alors, il y a des choses qui sont déjà effectives. Le nouveau procédé Solvay, il n'est pas encore à l'échelle industrielle. Pour l'instant, il est encore à l'échelle de pilote. Un pilote industriel, quand même, c'est une grosse installation. Mais on est en train d'optimiser en fait son fonctionnement. Et très rapidement, on aura un procédé qui sera disponible. Et ensuite, il va falloir travailler sur l'équation économique, je dirais. Parce qu'il faut que l'investissement soit rentable. Et comme ça, il va s'agir aussi d'électrifier une partie du procédé, il faudra avoir une source d'électricité compétitive et bas carbone. Ça, c'est aussi un défi. Quoi, par exemple? Alors, électricité bas carbone, c'est renouvelable ou nucléaire. Oui, c'est ça. On pense à ces deux sources-là, effectivement. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour un besoin industriel, c'est-à-dire grande quantité, consommation de base, l'électricité nucléaire est appropriée. Alors, Philippe Keren, donc on l'a dit aussi, Solvay, le nouveau Solvay est issu de la scission de Solvay, mais dont est sorti aussi Sciences Co, qui est dirigé toujours par Ilham Kadri aujourd'hui. Absolument. Comment ça se fait une opération comme ça? Évidemment, de plus en plus, il y a des entreprises qui se scindent pour mieux, sans doute, correspondre au corps de métier qui évolue, mais c'est quoi? C'est une opération banale ou bien, malgré tout, c'est quelque chose d'important à mener? Déjà, c'est une décision courageuse de la part de l'équipe de management du précédent Solvay et du conseil d'administration, parce que souvent les gens font ces genres d'opérations sous la pression. Là, c'est une décision stratégique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était vraiment une excellente décision, parce qu'elle permet de créer vraiment deux entreprises championnes dans leur domaine et concentrées, et beaucoup plus concentrées sur ce qu'elles ont à faire. Donc c'est une décision qui était courageuse et qui nous permet encore une fois aujourd'hui d'aller plus loin en fait dans la création de valeur. Des choses qui étaient compliquées avant deviennent maintenant plus faciles parce que justement on est plus concentré et on a une politique d'allocation des ressources, qu'elles soient financières ou humaines, qui est claire. Et c'est peut-être plus clair pour Solvay ou pas? Enfin, je veux dire. Oui. Parce que non, mais je veux dire dans le sens où Sciences Co, ils doivent. Vous allez me dire, c'est plus vous qui êtes là, mais Sciences Co doit réinventer quelque part dans la recherche, etc. Vous devez réinventer votre corps historique de métier. Alors, c'est deux métiers différents, et c'est justement pour ça que ça faisait du sens de se séparer. C'était pas un projet financier, c'était un vrai projet industriel, business, pour créer de champions. Après, on a des métiers différents, donc on a des défis différents que l'on est, je dirais, mieux à même d'affronter en étant concentrés chacun de notre côté. Et vous, comment votre vie a changé? Parce que vous étiez déjà à la barre d'une part importante de Solvay, mais maintenant, CEO, c'est quoi? C'est plus large, c'est plus en plus avec les défis dont on a parlé. J'imagine que c'est une période passionnante. C'est une période passionnante. C'est en tout cas un défi dans lequel je me reconnais vraiment. C'est un défi industriel. On est une entreprise industrielle qui doit se transformer pour faire face à un monde qui est très compétitif et qui a besoin
de faire une transformation, et en particulier une transition écologique forte. Oui, avec des ruptures, comme vous l'avez dit. Avec des ruptures. Ouais. Donc c'est le genre de défi que j'aime bien et que tous les employés de Solvay embrassent avec Vous êtes avec combien passion. Aujourd'hui, maintenant? On est 9000. Pour Solvay au niveau mondial, donc. Pour Solvay le nouveau Solvay au niveau mondial. C'est ça, donc c'est quand même une sacrée équipe à gérer et des défis importants aussi. Quand on avait eu l'occasion de se rencontrer pour Trends Tendance, vous m'aviez dit que vous croyiez au progrès par la science. Alors ça paraît évident, on sait que c'est aussi dans les racines historiques de Solvay, mais aujourd'hui c'est presque une déclaration d'intention de dire ça en fait, non ? Mais je pense qu'effectivement, c'est une marque de fabrique. C'est dans notre ADN chez Solvay de croire en la science et dans le fait que la science fournit les solutions pour affronter les défis du monde. Oui, notamment climatiques, mais pas seulement. Oui, mais la science, c'est la science qui nous permet aujourd'hui de vivre mieux, de vivre plus longtemps et de trouver des solutions à tous nos problèmes. Et la science, effectivement, elle nous permet, à notre échelle, de produire des matières essentielles, encore une fois, de manière compétitive et durable. La science va aussi peut-être nous permettre, on voit le changement climatique, il est en train de se produire. Il faut lutter à la source, mais il faut aussi maintenant trouver des solutions pour faire face aux conséquences. On les voit, les conséquences, la température monte, et donc la science, ça va aussi nous aider à trouver des solutions pour les villes, pour les gens qui sont impactés. Oui, par c'est ça, il y a la décarbonation, et puis il y a l'adaptation. Je crois que maintenant, on est convaincu qu'il faut les faire les deux, hein, c'est-à-dire bien sûr aller le plus vite possible sur la réduction des émissions elles-mêmes, mais il faut aussi s'adapter. Et la science va nous permettre de trouver ces solutions, j'en suis convaincu. Est-ce que vous avez l'impression parfois que cette conviction, elle est malmenée? Moi, j'ai toujours cette image de l'époque où Ernest Solvay, si je ne me trompe pas, fédérait des prix Nobel, qui étaient notamment réunis au Parc Léopold, je ne me trompe pas, au cœur de Bruxelles. C'était une époque héroïque presque. Aujourd'hui, on sent que certains secouent un peu cette conviction scientifique. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou pas Parfois, oui, c'est vrai que nous, on aime bien la science, on aime bien les faits, et souvent, il peut y avoir, enfin, souvent peut-être pas, mais parfois, des discussions qui sont pas très factuelles, et ça nous plaît pas. Nous, on aime les faits, on aime la science. Voilà, c'est un peu l'ADN de Solvay. Justement, Solvay, qui est, on l'a dit, une marque belge et bruxelloise, même si mondiale bien sûr, est-ce que ça veut dire que ça reste une priorité pour vous? Votre siège central est toujours à Bruxelles. Absolument. Ouais. Absolument, il est à Bruxelles. On l'a confirmé. On a regroupé toutes les équipes dans un bâtiment sur le site historique de Solvay. Donc, on est bruxellois, on reste à Bruxelles. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une entreprise mondiale et on va toujours essayer d'être proche de nos clients. Donc ça veut dire aussi qu'on va essayer de se développer dans des endroits où aujourd'hui il y a une demande et il y a une croissance. Et où il y a une stabilité aussi, au vu de ce qui se passe. Est-ce que le contexte maintenant, parfois un peu secoué, fait que vous dites, je sais pas moi, on va aller en Amérique latine, en Asie, on va peut-être aller dans des endroits pour aussi créer la diversité. On parle beaucoup de diversité pour le moment. On ne regarde pas tellement, je dirais, les soubresauts du court terme. On garde notre cap et notre stratégie long terme. En revanche, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les zones comme l'Europe ou même l'Amérique du Nord, qui ne sont pas des zones en forte croissance, on est plus dans la transformation, dans la transition écologique, dans ce type d'investissement, plus que dans des investissements de capacité. On essaye de conserver ces actifs, de les rendre le plus compétitifs possible, et la croissance aujourd'hui, elle aura plutôt lieu dans d'autres régions du monde. Et notre vision, et c'est pour ça aussi qu'on développe le nouveau procédé Solvay, c'est peut-être arriver un jour à mettre des usines dans des endroits qui n'en ont pas. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de production de carbonate, le produit historique de Solvay, ou très peu en Amérique latine, en Afrique, etc. Ou en Asie du Sud. Historiquement, pas parce que c'est impossible, en fait. Parce que économiquement, enfin historiquement, oui, vous avez raison. Et puis aussi, aujourd'hui, économiquement,
ce serait difficile de mettre en place le procédé d'origine. Donc c'est pour ça qu'on invente le nouveau procédé pour pouvoir faire du zéro carbone compétitif. Alors vous connaissez bien les États-Unis, je crois que vous avez passé une partie de... Oui, j'ai fait une partie de mes études et je connais les États-Unis. Et comment vous regardez la manière dont ça évolue maintenant? Vous allez me dire, vous êtes au-delà de ça, mais est-ce que c'est quelque chose, vous dites, il y a en fait une tendance de fond, on dit ça parfois, hein, que ce n'est pas seulement Donald Trump, que ça fait plusieurs mandatures, qu'il y a une évolution des États-Unis vers ce « Make America Great Again »,« America First », ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais... Oui, enfin, je dirais, encore une fois, nous, on ne fait pas de politique. Non, je ne vous demande pas de faire de la politique, hein, c'est juste... Et d'ailleurs, aujourd'hui, aux États-Unis, on est plus exportateur qu'importateur. Donc, on va continuer à évoluer dans le sens où on veut produire pour le marché domestique. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs... correspond finalement à ce nous conforte un petit peu, je dirais, dans cette stratégie-là. Voilà. Après, à titre personnel, bien sûr, il y a plusieurs choses qui peuvent vous rendre un peu, parfois, perplexe, mais il faut faire avec. Il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est ce que je dis toujours aux équipes, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, parce que le reste, on doit s'y adapter. Alors pour s'adapter, vous avez parlé de la compétitivité. Il y avait eu la fameuse déclaration d'Anvers à laquelle avait participé, je crois que c'était encore Ilham Kadri, c'était peut-être juste avant. Non, j'y étais aussi. Vous y étiez aussi, oui, voilà, pardon. C'était après la séparation. Ah ben voilà, je m'en excuse. C'était en février 2024. Je m'en excuse. Mais donc qui était quand même un moment important, en tout cas symboliquement. Mais pas un appel au secours. Voilà. Vraiment un appel au secours. C'était un appel au secours de l'industrie européenne, et en particulier de l'industrie chimique européenne, pour dire on est en train de la détruire. Et ça, aujourd'hui, vous avez l'impression que cet appel, il a été entendu. Vous en avez parlé un peu, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des réponses qui sont... on a parlé du travail que la Commission européenne est en train de faire, mais est-ce que vous avez l'impression que vous voyez un peu le bout du tunnel par rapport à ça? Alors, il y a une vraie prise de conscience, et je pense qu'il y a de bonnes intentions, et de se dire, effectivement, ça n'a pas de sens de tuer l'industrie européenne, et finalement d'importer le contenu carbone de l'étranger. Donc effectivement, il y a une vraie volonté de changer les choses. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions concrètes et rapides. Et je pense qu'en tant qu'industriel, on a aussi un rôle à jouer, de dire qu'il faut proposer des solutions. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire quoi en termes d'énergétique, mais pas seulement? Enfin, alors, c'est un des clés ou... Il y a plusieurs sujets. Je pense que, de mon point de vue, hein, le sujet le plus urgent, c'est accompagner la transition énergétique. Vous savez, si je prends Solvay, par rapport à 2005, pourquoi 2005? C'est l'année, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Ah oui. 2005. Oui. Par rapport à 2005, nous avons réduit nos émissions de CO2 par un facteur 2. On a divisé par 2, en fait, nos émissions de CO2. Alors, je ne dis pas ça pour être défensif, je dis juste que ce qui reste à faire, ce n'est pas le plus simple. Ce qui nous reste à faire, ça coûte cher, et on a besoin d'être accompagnés. D'être accompagné pas que dans des petites aides sur l'investissement, mais aussi comment est-ce qu'on peut créer de la valeur à partir de cette transition écologique. Ensuite, il y a l'énergie. On a un vrai problème avec le marché de l'énergie. Son coût, son approvisionnement... Et même la structure de marché. Si vous voulez, on dit on est en train d'électrifier. Pour électrifier, il faut qu'on ait de l'électricité bas carbone, compétitive. Mais aujourd'hui, tel que le marché de l'électricité est conçu, le prix de marché est déterminé par l'outil le moins compétitif du marché. C'est un marché d'équilibrage. Ce n'est pas un marché qui donne un signal de prix pour un industriel qui veut pouvoir se couvrir sur 10, 15, 20 ans sur une consommation de base. Donc, à un moment, il va falloir se poser les vraies questions. Est-ce que notre structure du marché de l'énergie est adaptée aux besoins d'une industrie intensive en électricité qui veut faire la transition énergétique? Aujourd'hui, je pense que non. Mais encore faut-il, il faudra avoir le courage, en fait, de traiter ce genre de problème. Après, il y a effectivement tous les sujets dont on a parlé, de souveraineté, de créer des nouvelles filières comme les terres rares pour les aimants permanents à La Rochelle. Le recyclage. Aujourd'hui, on a une mine. On parle souvent du sourcing, enfin de l'approvisionnement des terres rares, mais on a plein de terres rares dans les moteurs qui sont en fin de vie, etc. Recyclons-les en Europe. Développons toutes ces filières
qui vont nous permettre d'avoir accès à de la matière première recyclée. Donc Solvay, en tout cas, a encore de belles années devant elle, mais avec des défis importants. Donc c'est ça qui sera votre moteur ces prochains mois et années. Mais c'est ça ma mission, ce qui donne un petit peu de pression d'ailleurs aussi, parce que quand vous héritez des rênes d'une entreprise qui a 160 ans, vous devez... Il y a une telle aura aussi. Vous devez la transmettre à la prochaine génération dans les meilleures conditions possibles. Vous l'avez entendu, la stratégie du groupe repose sur une implantation mondiale lui permettant de bénéficier de ressources régionales afin de diversifier ses sources d'approvisionnement. La recherche et le développement ne sont pas en reste puisque le groupe concentre ses travaux autour des terres rares pour limiter la dépendance européenne vis-à-vis de la Chine. Enfin, en tant qu'industriel engagé, Solvay réaffirme son engagement climatique en décarbonant sa production. Voilà qui referme l'épisode du jour. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin. Hélène Latzer sera notre intervenante pour discuter de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain dans Z sur 7. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.